dans son récit, va raconter comment ces petits gars sont partis de France. Il va notamment raconter le départ depuis la France d'un personnage qu'il invente, ou pas, Louis. Jusqu'en octobre, il ne put partir. Début octobre, il apprend qu'il peut partir. Sa dernière entrevue avec sa fiancée fut pénible. Elle ne comprenait pas sa volonté de s'en aller. Il avait deux routes à suivre. Le bonheur près d'une femme avec un métier pénible mais bien rétribué. Ou la guerre avec tout ce qu'elle apporte de souffrance, de peine. C'était le plus difficile qu'il choisissait. Pierre Rebière évoque à son tour le départ des brigadistes. Le 7 octobre, ça avait été un faux départ. Alors que nous attendions à une centaine environ, le responsable avait dit « pas ce soir ». Ne dites rien, revenez après-demain. Aussitôt, il y avait eu des ronchonnements, des mécontents. Certains s'excusaient et s'exclamaient « mais nous voulons partir ». Dans un coin, un gars en vêtements qui toute la journée avait été recouvert d'un bleu de travail murmurait « mais que vont dire les copains? Ils vont croire que je me suis dégonflé » et il n'osait pas s'en aller. Tout à coup, le responsable a couru, monta sur un banc. « Camarades, ceux qui sont encore ici, revenez demain. Ça marche !» Le copain était heureux, lui, d'avoir attendu, et tous, nous nous sentions ragaillardis. Donc, le lendemain, le 163 boulevard de l'Hôpital était occupé par un grand nombre de gars qui échangeaient des rires, des bourrades, un peu nerveusement, mais dans un grand enthousiasme. Nous formons 3 groupes, avec un responsable pour chacun, et nous nous dirigeons par le métro vers la gare de Lyon. Nous avons été surpris de toucher 50 francs. Certains les refusent. Merci. Il poursuit son récit, arrivé à Marseille, Pierre Rebière. Nous montons sur le Ciudad de Barcelone. Nous sommes à présent 800 sur ce bateau et nous levons l'ancre le soir même. Les ouvriers, surtout les dockers, qui ont travaillé tout ce dimanche gratuitement pour charger des vivres sur le bateau, voudraient manifester au moment du départ. Et le bateau décolle tout doucement du quai, emmené par un remorqueur. Une internationale monte puissante dans la nuit, venant du quai. L'émotion est immense. Ils sont maintenant en Espagne. Marcel Sagnier. Dans les wagons, tous se tassent. Silence, ils sont loin, dit un loustic. Ta gueule. Louis est content, enfin, depuis que l'on attendait. Les communiqués annonçaient victoire sur victoire. Les gars s'énervaient. On va arriver trop tard, on n'est pas venu pour rien. Domecq distribue les repas. Un conseil, dormir. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Vers 2 heures du matin, changement de locomotion. C'est en camion que le voyage continue, la ligne est coupée. Les camions filent dans l'obscurité. La nuit est glaciale. Les malins se glissent au milieu. Impossible de se coucher, 35 par camion. Louis réussit à s'asseoir, un coude dans les côtes, un pied sur le ventre, à la guerre comme à la guerre. Arrivé à la gare, vers 5 heures. Le bataillon forme les faisceaux devant la gare. Dumont donne l'autorisation vers 8 heures d'aller prendre le café. Chaque compagnie enverra une section à tour de rôle pour éviter la pagaille. Louis part un des derniers, plus de café. Retour en ordre. Kléber, chef de la brigade, est là, il s'entretient avec Dumont. En route. Défilé dans les rues. La population madrilène regarde, étonnée tout d'abord. Puis les bravos, les vivas éclatent. Louis se sent ému. Les visages de ses camarades reflètent la même émotion. La jeune garde, la relève, l'inter sont le salut du bataillon commune de Paris,
à Madrid. C'est la promesse de la défendre. Louis lit cela dans les yeux de tous. Il sent que lui aussi a la même flamme qui trace en lettres de feu un mot, leur volonté, vaincre. Oui, tous veulent vaincre. Ils en font la promesse dans l'hymne du prolétariat que la foule reprend avec eux. Jusqu'à la cité, c'est le même spectacle, les mêmes vivats. Madrid ne tombera pas. Madrid ne tombera pas. Madrid n'est pas tombé. Madrid n'est pas tombé. Les premiers combats, vus par Pierre Rebière, de ce premier contact avec l'ennemi, on pouvait déjà mesurer toute la valeur des combattants internationaux. Il y eut des actions héroïques autant qu'inconnues, telles la mort ou la blessure de tous les délégués politiques de section, des sauvetages de blessés dans des conditions impossibles, première journée de guerre, dure journée, des camarades étendus raides, les yeux grands ouverts, d'autres criant de douleur et de peur de mourir là, parce qu'ils recevraient les soins trop tard, l'oasis du blessé, l'évacuation. Ah, ce village de Humera a reçu ce jour bien des obus et bien des balles venant de la Casa del Campo. Le bruit des coups couvre les appels des blessés ou leurs cris de douleur. Franco a promis aux fascistes de tous les pays d'être à Madrid le 20 novembre 1936. Alors il y a une forte pression. Mais le coup de Humera les ralentit. Le bataillon prend des positions qu'il change. Le lendemain, une fois dans les bâtiments de la cité universitaire, une autre fois dans le Palacete, une autre fois sur les bords du Manzanares. Malgré les tanks, les avions, les canons et leurs forces marocaines, les fascistes qui lancent attaque sur attaque ne passent pas. Les mitrailleuses crépitent sans arrêt, le no pasarán devient une réalité et l'esprit de la population, malgré le départ du gouvernement à Valence, redevient optimiste. Leur confiance fataliste se traduit par cette phrase « La columna internacional está ahí. Los fascistas no pasarán. » En pleine guerre, maintenant. Marcel Sagnier observe ses camarades brigadistes et brosse quelques portraits. La bataille était depuis peu à Espinardo. La première compagnie logée dans l'école. Louis retrouve beaucoup de gars qu'il croyait morts. La compagnie a touché des renforts, des gars du 15e bataillon, des tout neufs. La Gourde leur explique à sa façon. Tu vois rien, et d'un seul coup ils te tirent dans le dos, tu leur cavales au cul, ils se taillent, boum, terre levée, t'es à peine arrivé, pan, tu remontes, ils ont pris la position. D'abord avec nous, ils savent qu'il n'y a rien à faire. Pan, dans la gueule à Jean. Tout ça entre les heures d'exercice. Du reste, les nouveaux, j'ai pas confiance. Tu verras qu'ils marcheront pas comme nous. Tu te rappelles, tiens, demande à Jacot, puis à Sagnier. Puis si ça te suffit pas, demande à Dumont. Et suit une histoire où, naturellement, il a fait un carnage. Louis, qui connaît la Gourde, sourit. Pierre Rebière, où l'on voit encore la Gourde, et puis quelques autres. L'état civil de nombreux camarades a subi des bouleversements par le surnom qui les distingue. Tête de cheval, c'est un gars qui a la longue figure avec des grandes dents proéminentes, comme l'animal dont on lui prête la tête. De plus, il s'apparente à un bon disciple de Bacchus, mais il est courageux. La torpille doit son surnom, non à la propriété d'éclater qu'il pourrait posséder, mais au fait qu'il est un maître torpilleur pour le paquet de cigarettes de ses copains. On en trouve au moins un par compagnie. La Gourde, dont on parlait, est un vieux légionnaire qui est un sujet de récrimination perpétuelle dans la première compagnie. Son exclusion a été demandée très souvent, mais on ne donne pas suite à cette demande car il faut voir ce qu'ils feront au front. Bidas, un gars de Clignancourt-Nord, est un bon copain, très estimé de ses camarades. Lui aussi aime un peu flirter avec la chopine. Il est brancardier. Et les copains
ont confiance en lui car s'ils sont blessés, ils savent que Bidas les ramassera dans n'importe quelle condition. Le poète. Le poète est un bon petit gars très sentimental qui écrit des vers, des rimes, des proses, sans respecter l'orthographe, mais avec une certaine idée. Seulement, il n'est pas modeste. Il a dit, encore, je ne suis pas Gorky ou Barbus, mais ça viendra. Très bien pour l'espoir, mais quand même. Quand même. Écrire dans les brigades, ce n'est pas anecdotique. Internationales sont les brigades, internationaux sont les écrits. Dans toutes les langues, de tous les combattants, en français, en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Dans toutes les formes littéraires aussi, poésie du combat, de l'idéal, de la fraternité, de nostalgie aussi probablement, déjà présente ou en train de le devenir. Alors, dans toutes les langues, tu disais, dans toutes les formes littéraires. Eh bien voilà, un poème écrit par un brigadiste allemand, on ne sait pas son nom. Die Ballade von il n'y a pas, Klaus. Die Ballade von Mandelbaum. Erinnerung zu suchen musste ich gehen. Im Süden die Wege und Felder. Continue. L'ami Norbert nous a traduit le poème en français. Merci à Norbert pour la traduction. La ballade de l'amandier. À la recherche d'un souvenir, j'ai dû partir, dans le sud, par les chemins et par les champs. Le paysage que j'avais déjà vu était jadis un champ de bataille. Comme jadis, les chênes verts bruissent dans le vent. Jadis, après avoir marché toute la nuit, et dans l'aube rouge couleur de sang, quand nous attaquâmes le village ennemi, en ce lieu, je me fis un ami. Au moment de l'assaut, quand les balles sifflaient, je me couchai pour me protéger. La balle qui m'était destinée, je l'ai évitée. C'est un petit arbre qui l'a reçue. Voilà que je le cherche et le retrouve, un petit amandier chétif. Mais aujourd'hui, à l'heure qu'il est à lui seul une majestueuse floraison. Il n'a donc pas succombé, j'ai peine à le croire, à sa blessure déchirée par l'acier. Je touche son tronc, et mon cœur, rempli de joie, se met à battre plus vite. Cicatrisée et enveloppée dans son écorce, la blessure est une image symbolique. L'arbre a porté des fleurs. Un arbre jeune, encore flexible et mince, a résisté au coup mortel. Son océan de fleurs est un chant de victoire du miracle espagnol. Accepte mon merci, arbre espagnol, camarade. Un autre poème. Italien. Italien, celui-ci, de Braccialarghe. Il n'est pas anonyme. Noti d'Espagne. Pauline nous l'a traduit. Nuit d'Espagne. Merci, Pauline. Nuit d'Espagne. Le ciel est d'un tel blanc d'argent qu'on dirait qu'une épouse aurait oublié son voile suspendu à une rose. Et le voile flotte dans la campagne, comme un filtre plein d'enchantement qui laisserait passer de la lune la clarté dans les frémissements du vent. Nuit d'Espagne, chantent les rainettes le long des fossés, dans les prés. Il y a un murmure endormi, comme si les belles écoutaient les secrets de leurs amoureux. Nuit d'Espagne, manteau de paix jeté sur les jours tourmentés, retours au calme, chuchotements indéfinis, bruits assourdis. Les sentinelles, immobiles dans l'ombre, semblent des statues dispersées dans les sentiers d'un parc. Nuit d'Espagne. Dans les tranchées couvent des confidences naïves. L'un parle de sa fiancée, l'autre raconte la dernière avancée. Et dans les brefs silences qui ponctuent les phrases, des voix lointaines murmurent d'étranges paroles. Pendant ce temps, dans la nuit étoilée, un coup de fusil.
résonne.